Bien le bonjour les amis de la paillade. On se retrouve encore une fois pour ce joli rendez-vous qui me plaît de plus en plus. J'espère que vous aussi, que vous soyez en direct ou en replay. Je suis très ravi de vous retrouver encore une fois pour un petit moment ensemble autour de notre belle équipe qui est Montpellier et surtout de ce championnat très intéressant qui commence à devenir vraiment très intéressant. Voilà. On est à 2 jours de la quatrième journée de Ligue 2 où Montpellier va affronter Boulogne à domicile. On va les recevoir à la Mosson. Et à ce titre, j'ai envie de vous proposer un petit focus aujourd'hui sur Boulogne. Voilà. Alors comme je vous le disais, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder un match de Boulogne. Néanmoins, je vais m'appuyer quand même euh, sur les 3 premières journées pour vous proposer une analyse et on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne cette équipe de Boulogne. Voilà, donc aujourd'hui, émission moins chargée, voilà, mais on a quand même des choses intéressantes. Donc je vais vous montrer le programme du jour. Euh, on va commencer avec la revue de presse autour de la paillade à J-2 de ce match. Et forcément, on va parler du départ de Enzo Chato qui est maintenant officiel. Et ensuite, ça nous amènera sur l'analyse de Boulogne après les 3 premières journées de Ligue 2. Ok, donc ça y est, hein, c'est officiel. Enzo Chato est parti. Et là-dessus, moi, j'aimerais en parler un peu parce que je trouve que les gens sont durs. Les gens sont durs. Alors, j'ai notamment vu un commentaire, je ne citerai pas le nom, peut-être il se reconnaîtra si jamais il a l'occasion euh, de tomber sur, le, sur l'épisode. Euh, il y a une citation qui disait 15 bons matchs en 100 apparitions. Alors oui, Enzo Chato, il a fait un peu plus de 100 matchs. À la première journée, en tout cas, le président Laurent Nicolin lui avait remis le tableau des 100 matchs effectués sous les couleurs de la paillade. C'est un enfant de la paillade, formé au club, fils de Bill Chato. Il a fait toutes ses gammes au club, il est passé professionnel. Euh, on peut ne pas apprécier l'homme, attention. Moi, je vous parle du joueur. Sportivement, c'est quelqu'un qui a jamais triché. Voilà. De deux, j'aimerais rappeler à certains, parce qu'il y en a beaucoup qui insultent les joueurs de nom d'oiseau, en veux-tu, en voilà. Première chose, je ne pense pas que si votre employeur vous insulte, ça vous ferait plaisir. Ou quiconque vous insulte, ça ne vous fera pas plaisir. Alors, j'ai du mal vraiment à comprendre ceux qui paient des places pour aller au stade et ensuite injurier les joueurs. Ça n'a pas de sens et surtout, ça démontre un comportement immature. Et en tout cas, c'est pas trop le genre de comportement que j'apprécie et j'ai vraiment du mal à comprendre cela parce que je me dis, mais attendez, euh, ces personnes-là, si elles sont amenées à avoir des enfants, quelle éducation ces personnes vont donner à leurs enfants? Ça n'a aucun sens. Les rapports humains sont très importants. Et pour revenir sur les critiques d'Enzo Chato, qui n'auraient pas été bons au regard de certaines personnes, moi le premier, je l'ai critiqué, mais moi je ne critique que la performance sportive. Quand un joueur n'est pas bon sportivement, oui, il faut en parler. Mais en aucun cas, il faut en arriver à l'insulter personnellement de nom d'oiseau, en veux-tu, en voilà. Ensuite, j'aimerais rappeler aussi que euh, quiconque ayant fait ses débuts dans le monde professionnel, et quand je dis professionnel, c'est le monde du travail, hein, tout corps de métier confondu, euh, personne n'a été bon du premier coup. Et même si euh, on peut avoir, encore une fois, euh, sous tout corps de métier confondu, même si certains débutent avec de belles promesses, de bonnes aptitudes, tout ça, eh ben on est toujours en phase d'apprentissage et on a besoin d'un temps d'adaptation.
Pour certains, c'est un peu plus long que d'autres. Voilà. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ils arrivent à avoir un rendement tout de suite au-delà des espérances. Mais en aucun cas, ça justifie en fait qu'on puisse être amené à porter des insultes personnelles en fait sur des gens et encore plus sur des joueurs professionnels. Je rappelle, ils sont professionnels. Voilà. Si ils en sont à ce niveau-là, avec ces revenus-là, parce que c'est ça qui gêne les gens en vrai, c'est le montant, les montants qu'ils gagnent. S'ils en sont à ce niveau de rémunération-là, bah, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour. Voilà. Et si ça vous déplaît, pour ceux que ça déplaise en tout cas, et pour ceux qui avancent l'argument des salaires mirobolants, mais j'ai envie de vous dire, les gars, il suffisait de faire les mêmes choix. Pourquoi vous n'avez pas fait les mêmes choix? Voilà. La critique, elle est vraiment facile. Elle est vraiment facile, en fait. Et c'est pas être mature que d'insulter les gens, parce que je vous rappelle encore une fois, quiconque vous insulterait, vous n'apprécierez pas. Voilà. Alors ne faites pas aux gens ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est juste désagréable de passer sur X et puis de voir des commentaires de la team MHSC qui ne restent pas sur le sportif. Restez sur le sportif et parlez uniquement sportif. Un joueur qui fait un mauvais match, ok, il n'est pas à la hauteur, il prend sa mauvaise note, mais n'insultez pas les joueurs. Que ça soit à travers des métaphores, non. Clairement, je parle très bien français, je comprends très bien le français, parce que parler français, ok, le comprendre, c'est encore mieux. Voilà, alors quand vous utilisez des métaphores, arrêtez avec ça. Arrêtez. Les joueurs sont mauvais, ok, on les critique sportivement. Ne commencez pas à les critiquer personnellement, ça n'a aucun sens et surtout ça témoigne de votre immaturité. Voilà, sur ce, c'est dit. Maintenant, pour revenir sur le sportif, moi j'estime que c'est mon avis, ça engage que moi. Je sais que certains pensent comme moi, d'autres non. C'est le débat sportif, hein. On sera d'accord ou pas d'accord, on ne pourra pas être d'accord sur tout. C'est ça qui fait la beauté du débat. J'estime en tout cas, au regard des derniers mois et surtout à partir de la seconde partie de saison, que Enzo Chato a progressé. C'est un fait, c'est indéniable. Et si vous n'avez pas la capacité à voir ça, à le reconnaître, eh ben les amis, allez chez Optique 2000, quoi. Il y a une belle offre commerciale en ce moment et c'est que peut-être que vous ne savez pas apprécier le football et que peut-être au-delà de ça, j'irai même plus loin, vous ne connaissez pas vraiment le football. Voilà. Enzo Chato, ces derniers mois, il a progressé et il était devenu une valeur sûre, en tout cas un titulaire indiscutable, c'est clair, indiscutable au poste d'arrière droit. Voilà. C'est une perte sportive parce que on l'a vu là notamment lors des lors de la première journée où il était absent. C'est El Hanash qui a fait le remplacement. Pour El Hanash, début moyen sous cette deuxième saison. Voilà. Bon, certes, il n'a pas fait la prépa avec nous, mais début moyen, sachant qu'il connaissait l'équipe, début moyen, j'en attends mieux. On en reparlera notamment demain où je vous proposerai les compos d'équipe que j'envisage pour cette réception de Boulogne, début moyen. Et ensuite, on a vu aussi que Nicolas Peilly avait du mal à retrouver son football, qu'il a commencé à retrouver lors de la semaine dernière avec ce but qui va lui faire du bien, qu'il a délivré. Et en ça, c'est des motifs d'espoir. Mais on a surtout vu que Nicolas Peilly n'étant pas au rendez-vous, Chato a fait le boulot à Nancy et puis à Dunkerque jusqu'à ce que Peilly se réveille à nouveau. Voilà. C'est une perte sportive. On n'a aucun arrière droit actuellement avec ce même profil et la capacité à se projeter autant vers l'avant, à fournir des courses. Voilà. Donc, soyez conscients qu'on perd une valeur sûre au poste d'arrière droit. La critique est facile, mais quand j'espère que ça n'arrivera pas, et j'espère que El Hanash saura reprendre le flambeau rapidement parce qu'il est très intéressant, Naoufel El Hanash.
Puis peut-être que ce départ aussi de Enzo Chato va le libérer, puis parce que ça fait un concurrent en moins, et surtout un concurrent solide qui était Enzo Chato. Mais si LNH a du mal à confirmer et à s'imposer à droite, je ne pense pas que ça va être le cas, parce que le garçon est très intéressant, et j'aime beaucoup ce profil de joueur que je trouve talentueux. En tout cas, dans les temps de passage, il est beaucoup plus avancé que ne l'était Enzo Chato. Voilà. Mais si on se projette dans la situation où Naoufel El Hanash a du mal à reprendre le flambeau au poste d'arrière droit, les amis, j'ai envie de vous dire que le bon vieux Enzo Chato, vous allez le regretter, tout comme vous l'avez critiqué, et notamment ce fameux commentaire 100 matchs, sans apparition, 15 bons matchs. Faut pas dire ça. C'est un commentaire euh, qui est inapproprié à mon sens, parce que quiconque, encore une fois, fait ses débuts dans le monde du travail n'est pas parfait. Enfin, la perfection, ça n'existe pas, mais n'a pas un rendement optimum tout de suite. Il faut un temps et une période d'adaptation. Voilà. Euh, soyez plus réaliste dans vos commentaires. Pas indulgent, pas du tout. Parce que quand un joueur ne joue pas bien, il faut le dire. Quand il est à côté de ses pompes, il faut le dire. Quand il passe à côté de ses matchs, il faut le dire. En revanche, soyez vraiment réaliste et essayez d'apprécier le football dans son ensemble. Dans son ensemble. Pour qu'un joueur soit performant, c'est aussi un tout. C'est aussi un tout. Voilà. Et là, moi, je tiens quand même à souligner que quand Pays avait du mal, c'est Chato, il bossait à Nancy. Chato, il a bossé pour deux. Parce que Pays, absent. Absent totalement. Voilà. Donc maintenant, j'espère que Naoufel El Hanash va bien reprendre le flambeau, mais j'espère surtout que le club va continuer sur ce recrutement et ce mercato de qualité pour pallier à l'absence de Enzo Chato en recrutant un arrière-droit qui joue au football. Voilà, et j'ai envie d'insister sur le terme joue au football. Parce qu'encore une fois, j'en ai parlé hier, si c'est pour recruter un joueur juste pour faire le nombre, aucun intérêt. Autant miser à fond sur El Hanash en titulaire. Et puis Mathis Chambon, qui est très intéressant aussi, qui est un jeune arrière-droit qui se projette énormément et dont j'apprécie énormément le profil. Mais avoir deux jeunes comme ça, 19 ans pour El Hanash et 18 ans pour Chambon en doublure, pas sûr et certain que ça plaise à Zoumana Camara. Et surtout, on a besoin d'avoir un peu d'expérience. L'effectif est jeune, c'est le plus jeune de la Ligue 2. On a besoin d'avoir de l'expérience dans cet effectif. Donc, il serait bien, et je pense que le club travaille sérieusement, en tout cas pour continuer de fournir à Zoumana Camara les moyens d'être ambitieux, parce que le maître mot de cette saison, c'est l'ambition, en tout cas pour l'an 2 de Zoumana Camara, la paillade, c'est l'ambition. Et dans l'idée de rester ambitieux, si on le désarme, parce que j'estime qu'il a été désarmé de Enzo Chato, et d'une valeur sûre, si on le désarme, il faut le réarmer. Il faut le réarmer en lui donnant en fait un joueur du calibre d'Enzo Chato, un joueur qui sait jouer au football, ou un joueur peut-être même un peu plus fort. Voilà. L'ambition, c'est aussi continuer l'investissement qui a été fait. Pour rappel, le club a acheté ce mercato Mamadou Camara et Delameda. Voilà. Alors on perd Enzo Chato parce que c'est les circonstances qui le font. Il était en fin de contrat et on n'aurait pas pu le garder jusqu'en décembre comme ça. Surtout s'il n'y avait pas la volonté d'Enzo Chato, ça on ne le sait pas, de prolonger. Et c'était le moment ou jamais de le vendre. Alors certes, c'est une perte, oui, sportive. Sportive, c'est une grosse perte parce qu'on perd des repères et des automatismes sur le côté droit. Mais il y a aussi des gens qui sont là, je dis souvent, vous commencez à connaître l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il appartient aussi à El Hanash et puis à Chambon de saisir l'occasion d'aller dire
d'aller dire à Zoumana Kamara, moi je serais la Nash là, j'irai voir Zoumana Kamara et je lui dirais, écoute, coach, euh, Enzo il est parti, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, je suis en capacité d'occuper ce poste-là. Voilà. Euh, recruter certainement parce que bah il faudra un joueur sous contrat à ce poste-là, hein, c'est clair parce que Nash il est prêté et quoi qu'il arrive en mai 2027 il retournera à Paris. Il faudra pas qu'on se retrouve à poil, excusez-moi le langage, à poil au poste d'arrière droit. Il nous faut un joueur sous contrat et il nous faut une doublure. Voilà, donc en ce sens, il y a aussi Mathis Chambon à signer en contrat pro. Donc il y a des choses à faire. Et le club travaille bien jusque-là. J'ai envie de leur faire confiance et je leur fais confiance pour nous trouver un arrière droit qui joue au football. Je le répète et j'insiste dessus. Un arrière droit qui joue au football, c'est vraiment super important. Du coup, on va commencer. Ok, on est parti. On va partir sur la revue de presse euh, avec notamment deux jolis articles avant ce match. Je viens de recevoir une alerte là sur la conférence de presse de Montpellier qui est sortie. Donc, on ira la voir à la fin de ces articles. Donc, on est parti directement sur le Midi Libre. C'est parti.
Florian, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve à Montpellier cette saison? Est-ce que tu avais d'autres propositions de club? Alors, premièrement, j'ai eu des discussions assez tôt avec le coach et le staff. Le coach m'a appelé assez tôt dans la saison dernière. Et le projet sportif, le projet du club, ça reste un top club. Et voilà, mon objectif est clair, c'est que je viens ici pour essayer de faire remonter le club. Et voilà, c'est un club avec beaucoup d'ambition, donc non, très heureux d'être ici. En même temps, le club était plongé dans une certaine incertitude avec un changement de propriétaire éventuel. Est-ce que toi, ça t'a pas fait douter justement au moment de la signature et surtout, tu as dû patienter jusqu'à fin juin. Ouais, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Comme j'ai dit, on a eu beaucoup de discussions avec le coach et le staff. Mais cette mise au point avec la vente ou non du club a freiné un peu les discussions. Mais voilà, j'étais chez moi dans le sud en train de patienter quelques moments. Et voilà, après le coach me rassurait souvent par rapport à ça. Donc après, voilà, moi je m'occupe du terrain. L'extra sportif, c'est pas mon domaine. Mais j'étais impatient en tout cas que cette affaire puisse passer, comme ça je suis vite réglé. C'est important que quand on parle directement avec le coach sur enfin, ce qu'il attend de toi, c'est ce qui peut faire la différence par rapport à d'autres propositions ou pas. Oui, des propositions j'en ai eu, mais après, elle que je voulais vraiment, sans vous le cacher, c'était de venir ici. Notamment, comme je me répète, mais pour l'ambition du club, pour le nom du club aussi. Et d'après les discussions avec le coach, il me voulait vraiment, donc forcément, ça a joué dans la balance. Hâte de jouer ton premier match à la Mosson. Ouais, très hâte, j'ai toujours joué ici en tant qu'adversaire, et maintenant enfin, je vais pouvoir découvrir ce stade. J'ai jamais joué avec le maillot de Montpellier, voilà, de retrouver les supporters aussi. On aura besoin de cette saison, mais en tout cas, hâte d'être vendredi, ouais. Ce match face à Boulogne, entre votre bon début de saison et le rendez-vous à Saint-Étienne, est-ce qu'il n'y a pas tout d'un piège? Mais j'ai envie de vous dire que tous les matchs sont pièges en Ligue 2. Il n'y a pas d'adversaire facile. Moi, j'ai eu l'année dernière avec Saint-Etienne, ça a été compliqué face à Boulogne. Je me rappelle d'une défaite à domicile, donc on sait que c'est un adversaire coriace, un vrai adversaire de Ligue 2. Donc voilà, pas prendre le match à la légère, même si on fait un bon début de saison. Ça va être un match très difficile. On a bien bossé cette semaine. Encore aujourd'hui et demain, on va bien bosser pour préparer ce match de la meilleure des façons. Et voilà, après, c'est à domicile, être intraitable. Entre
Les matchs de préparation, les premiers matchs de la saison, vous étiez blessé, etc. On a vu plein de compositions différentes au milieu de terrain. Comment vous faites pour avoir des repères quand, à 24 heures du coup d'envoi, tout d'un coup, vous avez Hichem Abderrebi qui est titulaire, on sait que Chennai n'est pas là, puis il reviendra peut-être, etc. Ce changement, ce turnover, vous arrivez à l'appréhender? Ouais, ben on l'a vu, les jeunes qui sont ici, ils ont énormément de qualité. Donc on a vu que peu importe le coach qui va mettre sur le terrain, ça se passe bien. En préparation, pareil, on a eu de bonnes affinités. On travaille bien aux entraînements, peu importe les doublettes. Et c'est ce qui fait la force de ce groupe. C'est qu'il y a beaucoup de qualité et voilà, on essaye d'échanger beaucoup de choses sur le terrain. Moi, notamment avant le match, on a beaucoup échangé avec Hichem et ça s'est bien passé, donc je suis content. Physiquement, comment tu te sens? Parce que du coup, tu as eu cette blessure à un match amical. Tu estimes revenu à 100% ou tu as encore quand même un peu de marge? Bah, je pense que je suis pas loin des 100% parce que ça faisait un moment que j'avais pas joué 90 minutes. Et bon, j'étais un peu fatigué, mais bon, quand les 3 points au bout, on récupère mieux. Mais bientôt à 100%. En tout cas, je me sens bien physiquement. J'ai beaucoup bossé, j'ai fait une bonne prépa. Et on va dire que j'ai fait une deuxième prépa à cause de cette blessure. Donc j'ai beaucoup couru, mais je me sens bien physiquement, ça va. Il y a une grosse concurrence au milieu. Quel est ton rôle au milieu de tous ces jeunes certains ont de l'expérience déjà, d'autres découvrent ce niveau. Quel est ton rôle dans tout ça? Ouais, moi, je m'occupe du terrain un peu, d'essayer d'apporter mon expérience. J'essaye de beaucoup parler avec tout le monde. S'ils ont besoin de discuter avec moi, je suis là pour essayer d'apporter mon expérience. Après, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de moi sur le côté terrain parce qu'on a vu les qualités qu'ils avaient. Mais voilà, si je dois apporter mon expérience, et avec plaisir. Et il y a juste peut-être une expérience que tu vas avoir et que certains n'ont pas dans 2 semaines, même si on anticipe un peu. Retour à Geoffroy Guichard. Ça, pour des jeunes qui découvrent le monde pro, va falloir les briefer un peu sur l'ambiance, le bruit, tout ça. Ouais, c'est sûr, c'est pas un match comme les autres. C'est un public en feu, c'est un stade spécial. Pour avoir vécu 3 ans là-bas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, déjà on se concentre pour Boulogne et j'essaierai d'en parler la semaine prochaine pour qu'il ne se fasse pas de fausses images et que voilà, ça reste un match de foot, même si ça sera avec beaucoup de pression, ça reste quand même un match de foot. Pour revenir à Boulogne, justement, est-ce que le coach vous a mis en garde sur ce match-là, sachant que Montpellier avait perdu ses 2 matchs la saison passée face à Boulogne et que ça avait marqué la saison? Ouais, il nous a dit que maintenant c'était une nouvelle saison, qu'il fallait oublier la saison passée pour ceux qui étaient présents. Et voilà, on a bien travaillé, comme il a dit, il faut vraiment oublier ces 2 défaites la saison passée et être intraitable à la maison et essayer de tout faire pour gagner ce match qui va être important.
On t'a vu depuis le début de saison, on fait la prépa où où tu tirais les coups de pied arrêtés. C'était souvent dangereux. Ça fait partie de tes qualités. C'est quelque chose que tu fais régulièrement et que le coach te demande aussi. Ouais, bah, à Saint-Etienne, je tirais les coups de pied arrêtés aussi, donc c'est un rôle que j'aime bien. Après, en arrivant ici, ça m'a plu parce que il y a John qui s'occupe un peu des coups de pied arrêtés. Et quand je suis arrivé ici, il m'en a parlé directement. On a un peu travaillé en vidéo, on les travaille souvent aux entraînements. Donc petit à petit, j'espère qu'on arrivera à marquer des buts sur ce domaine-là. À Dunkerque, tu étais associé au milieu de terrain avec Vidal Cartou et Hichem. Ce sont deux jeunes de 18 ans. Est-ce que tu es étonné, est-ce que tu es un petit peu surpris par leur comportement, par leur intégration à ce monde pro alors qu'ils sortent tout juste du centre de formation? Sincèrement, non, parce que ce que j'avais dit à d'autres joueurs, en les voyant sur les premières séances que j'ai fait avec eux, j'étais épaté des qualités qu'ils avaient. Et ça prouve que entraînement au match, les jeunes, ils n'ont pas de pression, ils jouent comme ils s'entraînent. Et moi, je ne suis pas étonné en tout cas. Est-ce qu'ils ne font pas preuve d'une maturité justement qui surprend à ce niveau, quoi, dans cette transition entre le monde de la formation et le monde pro, quoi? Si, si, franchement, ouais. Et je pense que aussi ça vient du staff aussi, qui les mettent beaucoup à l'aise, qui parlent beaucoup avec les jeunes. Notamment nous aussi, on va dire les plus anciens, on essaye de les mettre à l'aise et qui s'affirment sur le terrain, c'est ce qu'ils font. Et pour l'instant, ça marche bien, donc je suis content pour eux. Toi qui as l'expérience, comment on fait pour maintenir une dynamique comme ça sur une saison entière? Là, vous partez très bien. Comment on garde la tête froide et on va jusqu'au bout? En travaillant tout simplement, pour essayer de garder cette dynamique, essayer d'engranger le plus de points, notamment par des matchs à domicile comme lui de vendredi, mais en travaillant beaucoup aux entraînements. Et voilà, ça passera par ça. Zoumana, bonjour. Zoumana, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as un groupe au complet à part Mamadou Oui, à part Mamadou. Oui, pour l'instant. Donc, pour l'instant, le reste des joueurs sont disponibles pour la séance d'aujourd'hui, de demain et le match de vendredi. Non, je le compte pas. Il est, voilà. Il est out encore cette semaine et on verra. Mais le reste est disponible. Je suis parti de la base du dernier match. Pardon. Bon, il y aura pas Enzo Chato, on a vu son départ. Bon, comment tu vois ça? Je lui souhaite bon vent. Voilà, c'est un garçon qui a été formé ici. Il est là depuis l'âge de 8 ans, 7-8 ans, je crois. Voilà, il a connu des hauts et des bas. Avant, moi, j'étais pas là. Ce que j'ai vu ensuite, c'est un garçon qui a évolué, qui a progressé, qui a
pris de l'ampleur. Il a pris beaucoup de place dans le vestiaire, beaucoup d'importance. C'est un garçon qui était régulier, qui était constant, qui était apprécié. Donc pour toutes ces choses-là, je lui souhaite bon courage dans ce nouveau projet. Donc voilà. Et pour le reste, on avance. Bon, est-ce qu'il va être remplacé du coup, c'est ton souhait? On verra. Pour l'instant, je suis focus et je suis concentré sur le match de Boulogne. Et on aura le temps de parler mercato. Mais le plus important là, c'est de préparer le match de vendredi. Son départ, est-ce que c'est une épine dans le pied par rapport à ton organisation, vu le poids qu'il avait dans cette équipe en ce début de saison et même en fin de saison passée? Là, je suis focus sur Boulogne et je pense à rien d'autre. Donc, tout ce qui touche à départ, qui va arriver, pourquoi est-ce que c'est parti, je suis concentré et préparé pour le match de vendredi qui va arriver très vite. C'est notre deuxième match à la maison. On avait une victoire qui nous tendait les bras avec les efforts qu'on avait fait à 3 minutes près et on a perdu 2 points. Donc là, c'est d'essayer d'avoir cette première victoire à la maison pour entamer cette saison qui pour l'instant débute bien. Donc rester sur cette continuité. Tout ce qui touchera au mercato, si vous voulez, on fera le point quand ce sera terminé et là on pourra échanger sur ça. Entre votre bon début et le match à venir à Saint-Etienne, est-ce que ce match, il n'a pas tout du piège? Alors quand c'est Dunkerque, c'est un test. Quand après c'est un piège. Et après, c'est un match compliqué de Ligue 2. Il y a 3 points à la fin. Et tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... Voilà, c'est un adversaire en face qui est difficile à jouer, difficile à manœuvrer, qui va venir avec des armes. Et nous, on a les autres, on a des certitudes aussi. Et on va bien se préparer parce que ce sera un match difficile, comme l'ont été les 3 autres avant.
et on va tout faire et on va se préparer pour gagner ce match et remporter une première victoire à la Mosson pour démarrer cette saison. Pardon. Le mauvais souvenir des deux confrontations de l'année dernière, effacé, table rase, nouvelle saison, on n'y pense plus? Ça n'a rien à voir. Quand on a joué Nancy, vous ne m'avez pas posé la question de me dire on a un avantage sur eux parce qu'on a pris 6 points la saison dernière. Alors pourquoi ce serait un désavantage d'avoir perdu la saison passée contre Boulogne? C'est une nouvelle saison. Ce qui s'est passé la saison dernière, c'est passé. Cette saison, c'est une nouvelle saison, c'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle équipe entre guillemets parce qu'il y a des arrivants. Par contre, ce que j'avais dit, c'était se servir des certitudes de la saison passée au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la solidité défensive, puisqu'on avait fini meilleure défense, de conserver des choses de l'année passée pour cette année, d'avoir une continuité et d'améliorer les points où on a été un peu plus défectible là-dessus, c'est tout. Mais après, je ne vais pas m'amuser à regarder ce qu'on a fait en termes de résultats la saison passée face à des adversaires et arriver avec ou un excès de confiance ou alors avec un sentiment de revanche. Il n'y a pas de revanche. On prépare un match important, on fait un très bon début. C'est un très bon début à confirmer vendredi avec l'envie de gagner à la Mosson pour ce deuxième match. Chez nous. Et devant le public, de ne pas reproduire l'erreur du tout premier match, donner du plaisir aux supporters jusqu'à la toute dernière seconde du match. Je pense que du plaisir, les supporters, ils en ont à travers ce qu'ils voient. J'ai une équipe combative, j'ai une équipe qui se bat, j'ai une équipe qui court, qui a une certaine mentalité, qui lâche rien, qui fait énormément d'efforts, qui va au bout de ce qu'elle peut faire. Donc à travers ça, j'espère que les supporters, en tout cas, s'y retrouvent. Et si au bout, il y a la victoire en plus, c'est encore mieux. Mais en tout cas, la garantie que je peux vous donner, c'est qu'on aura une équipe des joueurs déterminés qui vont courir et qui vont faire des efforts.
comment faire pour garder cette dynamique et pas tomber dans l'excès entre la suffisance et la confiance? Tout simplement parce qu'il n'y a que 3 matchs. Quel risque? Ce n'est que le 2e match à la maison. Donc c'est confirmé ce petit début. Parce qu'on me dit oui, on fait un très bon début de saison. Qu'est-ce que c'est un très bon début de saison? Il n'y a eu que 3 matchs. Moi j'estime qu'un bon début de saison, on peut juger à partir d'une dizaine de matchs, à un tiers du championnat. Pour l'instant on n'y est pas, c'est que 3 matchs. Ça peut aller très vite. Mais c'est toujours bien de bien démarrer pour pouvoir maintenir cette continuité et emmagasiner de la confiance. Pouvoir derrière produire des choses avec beaucoup plus de certitude et de confiance. Maintenant, on est dans cet état d'esprit serein, sans manquer d'humilité, et il faudra faire l'effort pour pouvoir remporter ce match qui sera compliqué, mais qui sera comme les autres qu'on a joué avant. Est-ce que malgré tout, gagner à Dunkerque, quand même, est-ce que tu as senti, je sais pas, le groupe aller encore mieux, ou je sais pas comment l'exprimer. Bon, c'est quand même une grosse équipe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auront gagné là-bas. Est-ce que ça peut donner un surplus de confiance au groupe et dans le travail que vous faites au quotidien? Forcément. Le fait d'enchaîner par de bons résultats, ça donne de la confiance, on emmagasine. Et puis quand on voit la performance offensive qu'est capable de réaliser cette équipe de Dunkerque, on a su rester solide, on n'a pas encaissé de but. Derrière, on marque. Donc les signaux sont au vert. À nous de continuer à les laisser verts. Mais c'est sûr que au-delà du fait que ce soit Dunkerque, quel que soit l'adversaire, en signant une 2e victoire à l'extérieur, ça donne de la confiance avant de revenir à la maison et de jouer chez nous. Derrière, vous vouliez conserver cette solidité défensive. Pour l'instant, sur les 3 premiers matchs, ça a l'air d'être le cas. Quel est le rôle de Simon là-dedans, qui signe un début très serein et dans les airs et sur les arrêts qu'il a à faire, il est très solide, à part, on va dire, la toute petite erreur de lâcher de balle à Dunkerque. Effectivement, il est dans la continuité de ce qu'il faisait la saison passée. Et je le sens, moi, cette saison en tout cas, un cran encore plus serein. Mais c'est aussi l'assimilation de ce qu'on demande derrière dans les ressorties. Ça prend aussi du temps. Je pense que maintenant, il a encore mieux compris. Et il se les accapare aussi parce que ça part de lui. Donc il est aussi au départ de ses sorties. Donc il décide aussi. Donc il a un temps d'avance. On sent chez lui de la sérénité dans tout ce qu'il fait. De la tranquillité. C'est aussi sa force. Après, c'est un jeune gardien. Donc il doit encore gagner en expérience et en maturité. Mais il dégage une tranquillité et une force qui diffuse à toute l'équipe. On peut le voir à travers pas mal de frappes où il y a très peu de ballons relâchés qui sont gardés, qui restent dans la boîte, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est très bien pour nous, mais il est dans la continuité de ce qu'il a démontré la saison passée. Et c'est vrai que je trouve que cette saison, il dégage une sérénité, une tranquillité supplémentaire. Donc il a su ajouter quelque chose de plus. Le défi maintenant, c'est la continuité. C'est de pouvoir maintenir ça sur une très longue durée. À Dunkerque, tu avais lancé 3 joueurs de la Gambardella. Est-ce que tu as l'impression que ça va plus vite que prévu
Pour, Lassinet et Abderribi qui ont joué, c'est des concours de circonstances. Pour Vidal Cartou, c'est choix. C'est des choix parce que je trouvais que ce qu'il montrait, il montrait qu'il fallait que il était capable de débuter. Pour les deux autres, ce sont des choix et des aléas qui m'ont forcé à faire ces choix. Mais ils sont dans le groupe, ils s'entraînent. Maintenant, ils sont prêts. S'ils sont avec nous, c'est qu'ils sont prêts. Mais c'est évident qu'ils ne pourront pas sur une durée, à travers leur jeune âge. Il ne faudra pas tirer sur la corde. Il faudra arriver à gérer. Mais ils ne pourront pas tenir une saison complète. Parce que c'est un championnat qui est long, c'est un championnat qui est exigeant, c'est un championnat qui est énergivore. Et c'est pas sur la qualité, c'est sur le fait de pouvoir l'assimiler, le digérer. Et ça, c'est le temps qui donne cette expérience avant d'arriver à pouvoir enchaîner. Est-ce que toutes les places sont à prendre au milieu de terrain? Est-ce que quand tout le monde sera d'attaque, tout le monde peut viser une place de titulaire? Qu'est-ce que vous appelez tout le monde? Tout le monde, c'est Ayem, Meda, bon, vous en avez pas mal, Tardieu, Chenailly, Cartous, Abderrebi et qui j'oublie dans ce lot, Everson Junior. Là-dedans, il y a différents statuts, il y a différents types de joueurs. Il y a un joueur qui arrive de National 3, qui découvre le monde pro. Je pense à Ayem qui rentre un petit peu, mais à qui on doit laisser le temps de pouvoir arriver et s'étoffer. Il y a un jeune comme Abderribi qui n'a que 17 ans, qui découvre le monde pro. Voilà, il y a plusieurs cas de figure dans les milieux, donc j'ai pas 5-6 milieux à expérience égale, à nombre de matchs joués égal en pro, où j'ai des décisions à prendre. Donc j'ai une gestion normale, il n'y a pas de... C'est le bricolage qui vous a... le bricolage, les absences qui vous ont obligé à en projeter certains plus vite que prévu ou à changer votre milieu entre les matchs. Regardez les absences qu'on a eues. Je veux dire, le premier match, Enaï jouait, il a été absent. Il a fallu que je trouve d'autres solutions. Tardieu était blessé. C'est un joueur important que j'ai souhaité dans cette équipe pour amener son expérience et réguler le milieu. Il était absent. Il a fallu que je trouve autre chose. Mais c'est le lot des entraîneurs. Et des fois, il y a des joueurs qui débutent une carrière et ils débutent parfois par défaut. Parce qu'il y a des absences et ils savent saisir les opportunités, c'est comme ça. Ou alors, à travers leur travail et ce qu'ils démontrent dans la semaine, ils arrivent à convaincre le coach que c'est le moment. Maintenant, c'est comme ça. C'est mon travail de devoir trouver des solutions. Plus que de parler de bricolage, je parlerai de management. Parce que c'est un peu péjoratif, bricolage. Pour revenir
revenir aux jeunes, est-ce que tu les mets en garde par rapport au piège de la provocation? On a l'impression qu'à Dunkerque, à un moment, ils ont voulu jouer dessus pour, je sais pas, peut-être péter les plombs le moins un peu fort, mais par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses que ce groupe va devoir gérer, ce jeune groupe. L'émotion, gestion des émotions, quand on marque un but, comment réagir après, ne pas réagir à la provocation. Aujourd'hui, avec l'arbitrage, savoir tomber ou en tout cas rester par terre quand il y a une grosse faute et ne pas toujours vouloir être dans l'esprit, malheureusement, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, on est sanctionné quand on veut être dans l'esprit. Je pense à un moment donné à Vidal Cartou qui, sur une prise de balle en première mi-temps, et il n'y a pas de jaune là-dessus. Peut-être que s'il reste par terre, l'adversaire est sanctionné. C'est ce vice, mais ce vice, il va venir avec le temps. Et ils vont l'apprendre, mais forcément, c'est une formation et un apprentissage en accéléré. Par rapport à Vidal Cartou, vous aviez débuté en 4-3-3. Là, tu l'as replacé en meneur de jeu. Est-ce qu'il te paraît mieux à cette place? Est-ce que lui paraît rassuré justement en jouant sous l'attaquant? Aujourd'hui, je l'ai souvent dit, hein, il y a un système qui est mis au départ. C'est ce que vous voyez sur une feuille, c'est-à-dire c'est figé. Vous voyez un 4-3-3. Et après, il y a une animation. Pendant le match, vous allez voir un joueur qui était à gauche, qui va passer peut-être à droite, qui va venir beaucoup plus bas. C'est le football d'aujourd'hui. Selon comment est positionné l'adversaire, vous allez retrouver des fois Vidal qui sera en numéro 10 et de temps en temps, vous allez le voir dans une position un peu plus écartée qui sera 8. C'est l'animation du jeu, de ce qu'on demande qui fera ça. Donc notre système, il est entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1, selon aussi comment est l'adversaire. Donc ce n'est pas une question de vouloir le mettre sous l'attaquant. C'est notre système de base, c'est le 4-3-3. Et à travers cette animation, il est amené à de temps en temps être écarté et de temps en temps d'être en soutien de la pointe. Est-ce que ce match, pour en finir, ce match face à Boulogne, est-ce qu'il peut vous installer en haut du classement, vraiment, et vous mettre sur de bons rails dans ce début de saison? Je pense qu'on est déjà sur de bons rails, mais c'est que 3 matchs. À nous de rester et à nous de faire en sorte de prolonger cette dynamique et ces semaines qui pour l'instant sont positives à travers ce qu'on fait, tout simplement. Et de le repousser le plus longtemps possible et d'essayer d'allonger ça et de faire une série. Maintenant, on est sur une bonne dynamique, on a des certitudes. C'est toujours mieux de bien commencer et d'en avoir et de continuer à monter en puissance. Moi, la seule chose que je peux garantir, c'est que l'équipe, quand on la voit aujourd'hui et quand on verra à la fin, elle sera meilleure. Après, à quelle vitesse, je ne pourrais pas le dire. Mais j'ai pris un groupe la saison passée et à la fin de saison, ils étaient différents. Et ce sera pareil cette saison. Et si on commence mieux, tant mieux pour emmagasiner la confiance. Ça permettra d'amener une progression dans une certaine sérénité et de travailler dans une certaine confiance
Ça peut amener les choses à aller peut-être un peu plus vite, mais aujourd'hui, ce groupe a une marge de progression et elle continuera à progresser. Ok, donc intéressant. Je les avais pas prévues là, ces deux conférences de presse, mais bon, elles sont sorties, j'ai reçu les alertes et j'ai voulu vous en faire profiter en live et commenter en live. De manière générale, j'aime beaucoup l'état d'esprit qui ressort de Florian Tardieu et de Zoumana Camara. Alors pour Florian Tardieu, c'est être intraitable à domicile, ça me plaît, c'est initié et impulsé par le coach, ça me va. Et pour Zoumana Camara, dans un premier temps, c'est rester humble, rester calme. On fait un bon début pour l'instant, mais ce n'est que 3 journées, voilà, et rien n'est fait pour le moment. Il faut continuer ce qu'on fait de bien et essayer d'être beaucoup plus tranchant, vraiment, et réaliste, hein, mais surtout offrir à la Mosson et à la ville de Montpellier cette première victoire de la saison à domicile, qu'on soit vraiment intraitable et qu'on inflige la peur à nos adversaires à l'idée de venir à la Mosson. Voilà. Et pour le reste, laissez le temps à cette jeune équipe parce qu'ils sont jeunes. Voilà. Soyez pas trop exigeants. Ne soyons pas, hein, je m'inclus dedans, trop exigeants. Laissons-leur le temps d'évoluer. Ils vont faire des erreurs. L'idée, c'est d'en faire le moins possible. Maintenant, laissons-leur le temps d'évoluer tranquillement et de développer, de progresser dans le jeu. Voilà. C'est sûr, à la fin, ils seront meilleurs. À quelle vitesse ils vont s'améliorer, on ne le sait pas. Pour l'instant, c'est bien parti. Continuons comme ça. Voilà. Ok, du coup, ces deux conférences de presse ont un peu chamboulé ma programmation. Puisque là, vu qu'on a fait la revue de presse sous cette forme-là, l'analyse de Boulogne, ça va prendre un peu de temps. Et en fait, j'ai envie de vous proposer de la qualité et de ne pas bâcler. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer, les amis, c'est que je coupe ici. Et demain, on analysera pour le coup la conférence de presse de Boulogne. Et ensuite, je vous proposerai l'analyse approfondie des 3 rencontres qu'a déjà fait Boulogne. Comme ça, vous aurez une vraie idée à la veille du match de Boulogne. Et là, je vous l'annonce maintenant, puisque vendredi, je vais au stade. Donc, je ne pourrai pas, et le match étant à 20h, je ne pourrai pas être en live à 18h. Le live, il sera beaucoup plus tôt, parce que après, moi, j'irai au stade. Donc, le live, il sera sûrement vers 14h ou 15h, je ne sais pas encore. Mais voilà, le live de vendredi sera beaucoup plus tôt pour le live d'avant-match. Voilà, donc on va se quitter ici les amis. Je vous remercie pour votre présence et pour le visionnage qui sera effectué en replay. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour un spécial focus sur Boulogne avec les conférences de presse. Je ne sais pas sous quelle forme eux ils le font, hein, puisque j'ai Dunkerque la semaine passée, eux ils ont fait il n'y a que le coach qui a parlé. Donc on analysera les conférences de presse ou la conférence de presse de Boulogne et ensuite je vous proposerai une analyse approfondie sur l'équipe de Boulogne, les joueurs, le système de jeu et les informations qu'on peut en tirer. Voilà, donc belle soirée, restez positifs et on va attaquer Boulogne avec l'idée de gagner ce match pour pouvoir se projeter sur la suite qui sera l'AS Saint-Etienne. Belle soirée, ciao, à bientôt. Prenez soin de vous, bye.